En start-up, surtout, là, le temps, il n'existe pas. Il y a 10 ans, c'était complètement impossible de penser que je pouvais partir une compagnie de luminaires qui était faite au Québec. La planification stratégique, c'est pas un exercice qui est fait de façon systématique dans toutes les organisations. On parlait tantôt de millions, mais moi, je pense qu'il y a une étape importante dans la croissance d'une entreprise, c'est justement... Vous rêvez de parler une nouvelle langue avec aisance? Selon une étude de l'Université de Montréal, les apprenants qui suivent des cours avec un enseignant améliorent leurs compétences orales de 40% de plus que ceux qui utilisent uniquement des applications. Avec le réseau Click, profitez de cours personnalisés axés sur la conversation et adaptés à vos besoins spécifiques. Réservez gratuitement une rencontre avec l'un de leurs spécialistes pour évaluer votre niveau et recevoir des conseils sur mesure. Et c'est pas tout. Avec le code promo Startup Podcast 10, obtenez 10% de rabais sur votre inscription. Le réseau Click accompagne également de nombreuses entreprises dans la mise en place de programmes linguistiques pour leurs employés. Découvrez les programmes d'aide financière disponibles et les avantages qu'un tel service peut offrir à votre organisation. Le lien est en description pour plus d'informations. Maude, Catherine, bienvenue. On est très heureuse de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Bien, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, pareillement. Maude, tu es la fondatrice et présidente de Luminaire Authentique et Catherine, tu es la directrice principale Relations d'affaires Québec pour la CDPQ. Exact. Maude, veux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est Luminaire Authentique pour ceux et celles qui écoutent et qui ne connaissent pas? Avec plaisir. Luminaire Authentique, c'est une compagnie que j'ai partie il y a 10 ans. Qui fait des luminaires décoratifs sur mesure. Donc, on fait des luminaires autant pour le résidentiel que le commercial. Donc, on fait des hôtels, des restaurants. Donc, on permet aux clients, que ce soit le end user ou que ce soit le designer ou l'architecte, de personnaliser de A à Z son luminaire. C'est parti d'où, ce projet-là? C'est parti d'un besoin personnel, je dirais. En fait, j'ai acheté ma première maison il y a 12 ans à Bromont. J'ai quitté la ville. Puis, j'ai toujours eu une passion pour le design et l'architecture. Et ben, en fait, je magasinais des luminaires, puis je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement grand-chose qui se passait pour du produit local. Et quelque chose qui était aussi accessible. Donc, j'ai comme identifié un besoin dans le marché. Puis, j'étais rendue là dans ma vie. J'étais rendue au fait que j'avais fait vraiment mon parcours commercial. J'ai étudié en business. Je savais que j'avais la fibre entrepreneur. Je savais que je voulais faire mon propre projet, mais je savais pas quoi. Puis, c'est à 33 ans que tout s'est éclairé dans ma vie. Puis, j'ai tout lâché, puis j'ai commencé Luminaire Authentique dans mon garage. Mais c'est vrai que c'est un bon jeu de mots, ça. Oui, c'est ça. Éclairé, puis tu t'es mis à faire tu dois en faire souvent des jeux de mots avec la lumière, du moins ton équipe. C'est positif. On en a une couple, ouais. Ouais, c'est... J'imagine bien. Et puis là, dès le début, c'était toi la designer de ces projets-là. Est-ce que tu avais des gens impliqués avec toi? Non, en fait, au tout début, rapidement, j'ai eu 2, 3, 4 employés, mais tout le concept de Luminaire Authentique, c'est moi qui l'ai monté. Le concept de la personnalisation, le concept de tout ce qui est comment personnaliser un luminaire, le côté expérience. J'étais allée chercher un knowledge chez quelqu'un qui faisait de l'éclairage extérieur, mais comme plus barn style. Puis moi, j'ai ramené vraiment, tu sais, pour comprendre la base, là. Puis, comme on dit, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai pas nécessairement d'études en design industriel ou en design tout court. Ça a été très du passion, du autodidacte, essai-erreur. Puis je pense que c'est le temps et la passion et l'amour que j'ai investi. Puis rapidement, mais on a connu un beau succès. Fait que j'ai dû m'entourer de belles personnes. Puis voilà. Donc au début, je faisais tout. Je faisais la peinture, l'assemblage, le service à la clientèle, la vente et pour quelques années. Mais puis là, aujourd'hui, ben, tu vois, on est 45 employés. Fait que non, on a fait parcours une grande équipe avec toi. J'ai une belle grande équipe avec moi. Mais tu as vraiment du goût, hein, parce que pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent peut-être pas ces produits, c'est les plus beaux
luminaire sur le marché. En plus, c'est un produit québécois, là, bien entendu. Là, ici, on le comprend, mais vraiment, pour avoir vu plusieurs de tes pièces, je sais pas comment on peut nommer ça. Dans ma tête, c'est quasiment des œuvres d'art, mais j'exagère, peut-être. On fait souvent, oui, c'est ce qu'on essaie de un peu. Il y en a qui sortent de l'ordinaire parfois, puis j'ai en tête là, un trio qui a des formes différentes. Bref, c'est vraiment des luminaires exceptionnels. Donc, si jamais vous êtes à la recherche, si ça vous intéresse, tout sera en description. Donc voilà, merci, très intéressant. Et puis quand tu as dit ça fait 10 ans quand même, félicitations, une décennie, c'est impressionnant. Oui. Quand tu regardes le parcours et tout ça, de quoi es-tu le plus fier chez Luminaire Authentique? Wow, c'est une belle question. Il y a tellement de belles fiertés, je trouve, au courant des années, mais je pense que c'est d'avoir grandi en tant qu'entrepreneur, avoir grandi dans tous les sens du terme, d'avoir vraiment développé mon côté humain, d'avoir, c'est pas donné à tout le monde, là, comme quand on part une business, on a la vision, on a le marketing, on a la vente, mais il y a tout le côté relationnel, toutes les choses qu'on dit pas comment que c'est difficile. C'est sûr. Ouais, ben ça, j'ai beaucoup grandi, appris à travers tout ça. Puis je pense avoir vraiment établi encore aujourd'hui, des fois, on dirait que j'oublie à quel point que Luminaire Authentique est bien établi, l'image de marque qu'on a fondée. Ça m'impressionne de voir la popularité de la marque, fait que je suis vraiment fière de ça. Mais avec raison, c'est impressionnant, puis je trouve ça bien que tu sois capable de tenter d'en prendre conscience, même si des fois, quand c'est soi-même, c'est plus difficile de reconnaître le succès, puis comme tu dis, à quel point la marque est bien établie, là, mais vraiment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu as bien raison. Merci. Du moins au Québec, on a du travail à faire pour le reste. Mais pour les prochains 10 ans, il faut se trouver d'autres projets pour la suite. Mais si je peux me permettre de commenter, parce qu'on se connaît un petit peu, puis c'est pour ça qu'on est ici ensemble aujourd'hui, c'est vrai que c'est un défi, corrige-moi si je me trompe, mais c'est pour n'importe quel projet d'entreprise de connaître une croissance puis une certaine pérennité tout en étant aligné sur ses valeurs. Puis je pense que ça, c'est un très beau succès. En tout cas, moi, je te recommande d'être fier de ça. Oui, merci. C'est un bon point parce que c'est vraiment un challenge de pouvoir dire qu'on a fait 100% de la production ici. Voilà, parce que le nom authentique vient entre autres de cette idée-là d'avoir un produit qui témoigne, évidemment que les gens peuvent personnaliser, donc il y a ce côté-là très, très produit unique, mais en plus de ça, ça va jusque dans la conception, la production, l'approche du service à la clientèle. Puis je pense que ça, les gens accordent une valeur à ça, puis peuvent 100%. Le reconnaître dans... Alors, s'il y a des futurs entrepreneurs à l'écoute, sachez-le, partir un projet d'entreprise basé sur des valeurs fortes, ça va vous donner de la cohérence, puis je pense que ça va vous donner des bases solides pour poursuivre sur votre mission. C'est-tu la section des conseils ou c'est plus tard? Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps. D'accord, je vais ponctuer de... C'est parfait, c'est vraiment une intervention pertinente. Puis on viendra en parler davantage parce que, tu l'as bien dit, là, Catherine, là, je veux dire, je répéterai pas ce que tu as dit, mais vraiment, cette authenticité-là, elle est très précieuse. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs gagneraient à un certain niveau à faire cet exercice-là en se lançant parce qu'après ça enligne bien les décisions et tout. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment tu as su les garder. Parce que des fois, là, ça va vite. Là. Comment tu fais pour t'ancrer quand tu as un Y devant toi, mettons? C'est continuellement de se remettre... je cacherai pas que des fois, tu pars dans des avenues, puis je veux dire, gérer la croissance, ça vient avec l'optimisation, ça vient avec l'embauche, ça vient... Puis après ça, souvent, le réflexe... La plupart des entrepreneurs vont se pencher vers l'extérieur, overseas, d'aller produire ailleurs parce qu'on n'a pas c'est une certaine difficulté ou sinon d'aller réduire des coûts. Puis pour moi, ces valeurs-là, ils sont tellement ancrées. Luminaire authentique. C'est quelque chose que toujours je me fais challenger par plein d'autres personnes qui sont comme mais pourquoi tu produis pas à l'extérieur parce que c'est un produit d'ici. C'est fait ici. Puis après ça, c'est juste dans bien construire le message d'accorder cette valeur au temps d'attente. Parce que c'est comme n'importe quel restaurant ou entreprise qui est populaire, mais ça vient avec un line-up, un temps d'attente, où est-ce que les gens associent une valeur à ça. Fait que c'est vraiment, oui, c'est un volet durable, tu sais, comme c'est un produit qui a une notation durable, mais le temps d'attente, on n'en reparle pas assez, mais c'est un côté positif que nous, il faut qu'on le travaille d'une façon où est-ce qu'il y a une valeur associée à ça. Fait que c'est sûr que c'est dans un Y, il y a plein de choses qui se passent, mais il faut toujours revenir avec
toi-même, ben, en tout cas, pour moi, là, si je reviens tout le temps, est-ce que ça colle avec mes valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise? Fait que c'est très, très, très proche de l'écoute puis du gut feeling qui est important de rester authentique. Bien, justement, sur la question des valeurs, je pense que les clients, ou même, j'ai envie de dire, une communauté, on le voit, puis vous êtes vous-même à la tête d'une communauté qui a un intérêt pour le sujet de l'entrepreneuriat notamment, mais il peut y avoir une communauté ici de clients ou de gens qui apprécient le design, qui vont suivre vos activités, mais ça va faire venir aussi des employés qui ont envie de s'attacher à une mission, 100%. À une valeur, qui vont apporter une contribution parce qu'ils croient au projet de Maude, mais qui croient aussi en sa personnalité d'entrepreneur. Fait que je pense qu'encore une fois, de rester aligné permet naturellement d'attirer vers soi des gens qui vont nous aider à aller plus loin et pas nécessairement nous faire dévier de la voie qu'on essaie de suivre. De rester accessible. Oui. Surtout en 2025, bien sûr depuis toujours, mais les gens sont vraiment à la recherche de ça, l'accessibilité, l'authenticité, la communauté. Le sens. Le sens, oui. Bref, des thèmes fort pertinents. J'aime où ça s'en va. Philosophie. Oui, vraiment, j'adore. Et puis, Catherine, toi, ça fait 10 ans que tu es à la CDPQ. Exactement. Félicitations. 2 décennies. On va fêter ça. Ouais, c'est ça, j'allais demander. On a commencé toute jeune, hein, cela dit. L'une et l'autre, notre parcours professionnel. Oui. Un peu comme Maude, j'ai eu, avant de travailler à la CDPQ, j'ai œuvré dans différents milieux, puis ce qui m'a entre autres attiré là aussi, c'est la mission de notre organisation, puis je pourrais vous parler très très longtemps de la Caisse de dépôt et placement du Québec, mais je vais essayer de vous faire ça assez simple. En fait, on est un grand investisseur institutionnel, ce qui veut dire que nous, on a 48 déposants. Ce qu'on entend par déposants, c'est soit des grands fonds de pension, comme par exemple Retraite Québec, qu'on connaît aussi sous le nom de Régime des rentes du Québec, ou des sociétés d'assurance comme la Société d'assurance automobile du Québec, qui nous confient leurs fonds. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les investit au Québec, mais aussi à travers le monde, dans différentes formes d'investissement, de placement. Ça peut être sur les marchés boursiers, ça peut être dans des infrastructures, pour évidemment faire fructifier ces fonds-là, puis répondre ensuite aux besoins des déposants, que ce soit verser des fonds de retraite à des employés retraités, verser des indemnités dans le cas d'une société d'assurance. Et cette institution-là a été fondée justement sur 2 principes très, très forts. On a une mission qui est double. Je l'ai mentionné déjà d'entrée de jeu, évidemment, générer des rendements, mais aussi contribuer au développement économique du Québec. Et moi, depuis que je suis arrivée à la Caisse, mon mandat concerne surtout le volet de développement économique. Évidemment, quand on investit au Québec, puis la Caisse est connue pour avoir fait des très, très grandes transactions, on peut penser à CGI, à Couche-Tard, donc des entreprises qu'on a vraiment appuyées dans leur croissance puis qui sont devenues des champions mondiaux. Mais donc, quand on a investi dans des entreprises ici, bien sûr que ça percole dans l'économie puis ça contribue au développement économique. Mais au fil du temps, on s'est redéfini puis on a essayé de voir comment on peut apporter autrement que par des investissements puis par du capital, comment apporter du soutien à l'écosystème. En complémentarité aussi, c'était bien important de prendre en compte ce qui existe déjà ici au Québec à travers les différentes régions. Il y a des organismes qui sont présents localement. On peut penser à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Il y en a d'autres qui rayonnent à travers la province, comme le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Des organismes avec qui on est déjà partenaires. Mais on a voulu aussi avoir peut-être une empreinte, j'ai envie de dire, plus directe, un contact plus direct avec les PME. Puis c'est là qu'on a songé à faire nos propres initiatives, comme celle de chef de file. Mais là, je vais m'arrêter là parce que peut-être avoir une autre question. Mais non, mais voilà, c'est parfait. C'est là que je m'en allais. Mais qu'est-ce que c'est chef de file? Ben voilà. Alors, je parlais qu'on a voulu un peu redéfinir le rôle de la CDPQ au Québec, puis comment on peut, j'ai envie de dire, soutenir le dynamisme de l'entrepreneuriat. Parce que nous, on mesure beaucoup de choses. Alors, à la CDPQ, ça aussi, on peut s'appuyer sur des chiffres. C'est pour ça que j'ai des notes avec moi, parce que des fois, je vais être sûre de vous donner les bons chiffres. Mais il y a une chose qui nous intéressait depuis très longtemps. C'est une étude qui est faite en partenariat avec Léger, le HEC, puis Réseau Mentorat, qui mesure, en fait, l'intention d'entreprendre au Québec. Alors, ça s'appelle l'Indice entrepreneurial québécois. Ça fait déjà plusieurs années que la Caisse soutient cet indice-là. Et puis, au fil du temps, parce qu'on part d'une situation où
au Québec, l'entrepreneuriat, je vous dirais que c'était vu comme quelque chose d'un peu inaccessible parce que vous savez ce qui constitue le fameux Québec Inc. Là, j'en ai nommé quelques-unes, CGI, Couche-Tard, enfin les grandes entreprises. On sentait à un moment donné, je pense que dans la population générale, c'est comme si les gens sentaient que c'était très éloigné du fait de partir une entreprise depuis son tout début, dans ses prémices. Alors, comment ramener l'idée... Dans le fond, l'entrepreneuriat, il y a une question de ressources humaines. Comment on fait pour intéresser... pas seulement des jeunes, des gens de toutes les générations à partir leur propre projet d'entreprise. Et donc, il reste qu'au fil du temps, à force de raconter des histoires d'entrepreneurs, d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, des nouveaux modèles d'entreprise aussi, on a vu qu'il y avait quand même un intérêt qui augmentait au sein de la population. Puis, les hommes et les femmes, je pense qu'on a évolué dans le même sens. Puis pour nous, c'était très enrichissant de voir, il faut continuer à promouvoir d'une certaine façon les métiers d'entrepreneurs parce que on a besoin, les PME, c'est ce qui constitue là, le tissu économique québécois, puis on en a besoin dans différents milieux, dans différentes régions, puis dans différents secteurs de l'économie. Puis il y a une chose au fil des différentes éditions de l'étude qu'on a remarqué, puis je me souviens, notamment c'était en 2017, on avait fait le portrait de qu'est-ce qui constitue l'écosystème entrepreneurial au Québec, puis ce que eux appelaient les chefs de file à l'époque, chefs au masculin, c'était la tranche des entreprises donc qui font partie des très grandes entreprises. Puis évidemment, déjà dans le portrait d'ensemble, c'est très peu d'entreprises par rapport à l'ensemble du bassin qui existe. Et quand on jette une loupe encore plus près sur cette pointe de tarte-là des chefs de file, le nombre de femmes à la tête de ces grandes entreprises-là était d'autant plus faible. Et puis là, la Caisse, on s'est dit, comment on pourrait, nous, faire en sorte qu'on retrouve davantage de femmes, oui, qui sont à la tête d'entreprises, qui sont à la tête d'entreprises en croissance et qui viennent finalement compléter, avoir un tableau plus diversifié de cette tranche-là de grandes entreprises au Québec. Et on a travaillé sur un concept. On avait rencontré quelques femmes entrepreneurs. On a fait vraiment une session de remue-ménage en bon français, mais disons de brainstorm dans le langage de tous les jours, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de différent, qu'est-ce qu'on peut faire de pertinent, évidemment, parce qu'on ne va pas forcer une offre dont les gens n'ont pas nécessairement besoin. Et c'est là qu'est venue l'idée, parce que c'est ce qui nous a été transmis comme information, de se regrouper, de créer une communauté d'intérêt, évidemment avec des critères spécifiques sur... On voulait rassembler des entreprises à peu près d'une même taille qui vivent un peu les mêmes enjeux pour qu'ensemble, elles puissent susciter des nouvelles idées, du co-développement, du soutien, parce que je pense qu'il y a un volet aussi très personnel dans le fait d'être entrepreneur. Tu pourras sans doute nous en parler. Et puis c'est là qu'est née l'idée de chef de file qu'on a lancée en 2018. Et puis nous voilà maintenant un peu plus de 5 ans plus tard avec une communauté d'entrepreneurs. On a un peu plus de 130 entrepreneurs à travers le Québec qui font partie de la communauté. Des entreprises qui ont 5 millions et plus de chiffre d'affaires. Donc on parle quand même des moyennes entreprises là, qui ont une certaine taille, qui sont dans toutes sortes de secteurs d'activité, dans l'innovation, dans les produits manufacturiers, qui exportent, qui ont des activités à l'extérieur du Québec. Et on est très, très fiers de ça. Et ce qu'on apporte, je vous parlais tantôt que la Caisse, c'est pas que du capital, c'est justement tout le volet de formation, de rencontres avec des experts, des occasions de maillage, de réseautage, et comme on fait aujourd'hui, de rayonnement, donc parce qu'on se donne aussi, j'ai envie de dire, la mission de raconter ces histoires-là pour continuer de susciter de l'inspiration dans la communauté d'affaires, puis de la motivation à ce que d'autres femmes entrepreneurs, certainement à l'écoute, puissent se dire, c'est possible de le faire, puis c'est possible de le faire en étant authentique dans quel genre de projet d'affaires m'inspire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir comme projet. Donc voilà, c'est ce qui m'anime depuis maintenant plusieurs années. Oh wow, c'est vraiment inspirant. Oui. La passion se sent dans ton discours. Oui, vraiment. Oui. Je me dis, OK, moi, je veux suivre les chefs de file. Mais c'est ça, moi aussi, je voudrais une télé-réalité, oui. Comme on est rendu à combien de chefs de file depuis le programme? Peut-être que nous aussi, dans le croissance de notre initiative, il faudrait réfléchir à d'autres genres de formats, mais il y a cette initiative-là qu'on a lancée, mais il y a évidemment plein d'autres choses qu'on fait à la Caisse, que ce soit, par exemple, pour soutenir les entreprises technologiques. Nous, on a un espace dédié. On a rassemblé des fonds de capital de risque dans un même lieu qui s'appelle l'espace CDPQ. Donc, on essaie aussi d'être actif au niveau des
du milieu du capital de risque, puis comment on peut accélérer finalement l'émaillage, les relations entre des jeunes entreprises qui sont à la recherche de capital de risque pour susciter leur croissance, puis des firmes de capital de risque. Je le disais tantôt, on est partenaire de d'autres organismes, que ce soit... Avant de replonger dans notre épisode, j'aimerais prendre un petit moment pour vous parler de Martin Dutout et son équipe. Imaginez avoir à vos côtés une équipe qui s'occupe de tout quand vient le temps de vendre votre entreprise ou d'en acquérir une. C'est exactement ce que fait Martin Dutout et son équipe en vous accompagnant de manière complète et personnalisée. Ils prennent en charge chaque étape du processus, l'évaluation de votre entreprise, la recherche d'acquéreurs qualifiés, la négociation et même l'obtention du financement. Ce qui les distingue, c'est leur approche à la fois stratégique et humaine. Martin lui-même a été propriétaire de plusieurs entreprises. Il comprend donc non seulement les chiffres, mais aussi les émotions qui accompagnent des décisions aussi importantes. Un autre avantage, leur outil d'évaluation unique. Grâce à 3 méthodes de calcul, il vous donne une vision claire de la valeur de votre entreprise, met en lumière les opportunités et identifie les risques. Tout ça avec un suivi personnalisé offert par un expert. Si vous êtes prêt à passer à l'action ou simplement curieux de connaître la valeur de votre entreprise, cliquez sur le lien en description pour réserver votre consultation gratuite. En mentionnant Startup Podcast, vous obtenez un rabais exclusif de 250 $ sur leur service. Sur ce, retour à notre épisode. J'ai mentionné l'école entrepreneurship de Beauce, mais il y a d'autres réseaux locaux avec lesquels on est actif. Evol, entre autres, fait partie des organismes aussi avec qui on a des liens. Donc, tout ça fait en sorte qu'on essaie d'intervenir à différents moments dans la vie d'un entrepreneur ou à différents points de contact avec l'écosystème. Et puis, notre travail, finalement, c'est de favoriser l'émaillage, les rencontres, accélérer, finalement, la mise en relation de gens qui peuvent soit apporter des conseils d'experts, soit peut-être même créer des nouvelles occasions d'affaires. Donc, oui, c'est un travail, je vous dirais, qui est très inspirant, très motivant, même après 10 ans. Voilà. C'est sûr, ça se renouvelle tout le temps. Puis moi, j'ai une question, peut-être que vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais c'est-tu vrai qu'il y a des paliers de millions qui sont durs à passer? Tu sais, après 10 millions de chiffre d'affaires, il faut comme que tu revoies le modèle un peu, tout ça. Maude, peut-être que tu l'as vécu à travers les étapes? Du démarrage où tu te trouves aujourd'hui, ça a été quoi peut-être tes... Oui, ça c'est... oui. Ben, écoute, c'est sûr que nous, c'est allé quand même relativement vite, mais c'est-tu en dollars ou en années? Je sais qu'il y a une certaine taille que c'est très difficile parce que tu dois t'entourer puis de personnes qui ont plusieurs chapeaux. Donc, tu peux pas nécessairement t'acquérir des talents. Donc, il faut... C'est un bon challenge. Là. Je dirais de 1 à 5 ans, là, c'était pas le fun. Oh non, c'était intense. C'est les vraies affaires. Là. Non, mais je sais pas que c'est pas le fun, mais c'est demandant, là. Mais sinon, tout le monde le ferait, là, partir des entreprises. Là. Je pense qu'il faut des personnes qui sont passionnées. Résilients. Oui, c'est résilient et tout, mais sauf que il y a plein de ressources aussi qu'on peut aller chercher. Il y a plein d'aides qu'on peut s'entourer de. Mais en termes de paliers, écoute, ça dépend tellement en termes de chiffre d'affaires. Je pense que pour de l'argent, il faut de l'argent. T'sais. Fait que souvent, ça, c'est quelque chose que peut-être au début, j'adhérais pas, mais souvent, faut pas avoir peur d'investir ou d'aller chercher du financement pour pouvoir croître. Ça dépend aussi, c'est personnel à chaque personne. Il y a des gens qui veulent tout réinvestir puis croître le plus rapidement possible, mais le process, c'est un peu intense, tu sais. Fait que là, après ça va aussi avec l'aspect de l'entrepreneur. C'est quoi ses valeurs? Y a-tu envie de travailler 90 heures semaine? Il y a tellement de... Je pense pas qu'il y a de recettes. Ça s'applique tellement à des choses différentes. Bien, je pense qu'il y a un principe de base. Si j'avais un conseil à donner, on a dit qu'on pouvait en donner un peu tout le long. Certainement. Tout le temps. On adore les conseils. Puis, corrige-moi si je me trompe, Maude, là, mais tout bon entrepreneur doit connaître ses chiffres. Oui. Donc, puis c'est sûr qu'il y a une étape d'une entreprise où on est dans une perspective comptable, combien je dépense, puis combien je dois payer de factures fournisseurs, peu importe. Mais il vient un moment dans la vie d'une entreprise, puis ça n'a pas besoin d'être après 10 ans, ça peut être un peu plus tôt, où il y a une notion justement de stratégie financière qui doit être prise en compte pour connaître un peu mieux justement ces ratios, où je mets mes efforts. Puis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, enfin qui est déjà là, je dis l'arrivée, mais c'est une réalité,
Je pense que ces données-là, ça va être plus facile de les mâcher, de les faire travailler, de nous donner un nouvel éclairage sur quelle performance de mon entreprise je veux aller chercher ou quels sont le ratio coût-bénéfice de faire tel ou tel projet. Puis je lisais une étude récemment qui avait été faite par la BDC au niveau de la littératie financière. Et les femmes, souvent, vont sous-estimer leurs compétences dans ce domaine-là versus les hommes. Puis là, le sujet de ce podcast n'est pas sur le syndrome de l'imposteur. Là. Je voudrais pas qu'on embarque encore dans cette conversation-là. Mais tu l'as dit, Maude, je pense qu'il faut s'y intéresser. Puis après, pour nous aider à naviguer là-dedans, on peut s'entourer. Ouais. Et il n'y a pas que la caisse qui peut faire ça. Il y a toutes sortes d'autres outils, toutes sortes d'autres personnes autour de vous, que ce soit au niveau des banques, d'autres institutions, d'autres fonds investisseurs, des conseillers, des aviseurs. Mais il faut s'y intéresser. Puis il faut questionner, il faut aller. Je pense que les chiffres vont parler puis vont nous aider à prendre des meilleures décisions. Après, l'idée, c'est pas nécessairement de faire plus ou moins de profit. Ça peut prendre des décisions, pas justement, si on veut être aligné avec nos valeurs, de dire, je prends des décisions dans la mesure où, pour moi, ça, c'est en tenant compte de l'effort que j'y mets ou de... Le retour sur investissement. Voilà, exactement. Souvent, ça va être souvent basé sur ça. OK, oui, on va investir dans ça, mais est-ce qu'il y a un retour en arrière de ça? C'est une décision d'affaires qui peut devenir critique pour l'entreprise, de toujours avoir constamment chaque dépense ou chaque décision a toujours cette même réflexion-là, que ça soit d'aller chercher, recruter un nouveau talent, d'aller chercher, ouvrir une nouvelle boutique, de faire des nouvelles... Chaque activité, c'est continuellement d'étudier sa valeur sur son retour ou l'effort, l'énergie qu'on va investir. Est-ce que c'est... Fait je pense que c'est une vision d'ensemble, mais ça correspond aussi beaucoup à la personnalité de l'entrepreneur. En fait, ça m'inspire une question. Je peux te poser une question? Ben oui. Sinon, je la souffle à l'oreille. Bien sûr. Mais là, moi, j'ai l'air très cartésienne en disant qu'il faut prendre des décisions éclairées, mais c'est vrai qu'il faut aussi se fier à son intuition. Oui. Et là, comment tu conjugues je vais suivre mon cœur ou je vais suivre mon instinct versus rationnellement, c'est la décision à prendre? Et on a du temps. Oui. Non, mais moi, je suis une fille qui écoute son intuition comme... J'allais demander, t'es toi, toujours groundée. T'es de quel côté, tu sais? Complètement collée sur mon gut, là. Tu sais, c'est tout le temps intuition, le feeling. On dirait que mes embauches, puis plus les années avancent, plus je me rends compte que je me fais confiance par rapport à ça. Je prends les bonnes décisions. Je vois venir les choses aussi d'avance. Du même aspect que les tendances. Tu sais, je pense qu'il y a un genre de flair. Ça vient aussi avec... écouter de se faire confiance. Je pense que la base, en se faisant confiance, les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Puis si on les écoute, ben en tout cas, jusqu'ici, ça va super bien. Mais oui, c'est toujours bien balancé d'un volet rationnel. T'sais, même si j'ai une intuition, une envie, je suis une fille créative, mais j'ai le volet business aussi qui va toujours l'analyser puis qui va faire comme tous les scénarios. OK, qu'est-ce qui peut arriver? T'sais, vers où ça peut aller? Puis c'est quoi le pire qui peut arriver? Est-ce que ça va être quoi mon niveau de risque si je prends cette décision-là? Même si Maude Rondeau, la fille artistique, elle a vraiment envie de faire ça. T'sais, ça se peut que finalement, je change d'idée. Parce que au fil du temps, ben c'est toujours d'être bien balancé entre les deux. C'est très bonne. Ça décrit un peu comment que. Moi, je trouve ça bien, puis je trouve que ça semble très aligné avec ce dont on a abordé plus tôt, ton authenticité et l'authenticité de ton entreprise, voilà. Luminaire authentique. On n'a peut-être pas fini de le dire, mais tu sais, tu l'incarnes très bien, là, toute cette philosophie-là, puis. Corrige-moi si je me trompe, mais le design, puis tout ça, ça fait un peu partie du monde artistique et tout. Est-ce que tu sens comme des défis par rapport à... Parce que moi, je suis sous l'impression que dans le monde des artistes, c'est plus difficile de venir à comprendre la valeur de ces choses, puis de mettre son pied à terre, puis de bâtir des business successful dans le monde artiste. C'est plus difficile. Là, toi, clairement, tu as réussi. Mais est-ce que tu as fait face à des défis ou pas vraiment par rapport à ça? Bien, il faut tout le temps que... Tu sais, faut dire que oui, je viens d'un monde, tu sais, artiste, ma mère est artiste, j'ai travaillé dans la mode avant, fait que tu sais, il y a tout ce côté-là, mais je suis très business aussi, fait que j'ai vraiment les deux, toujours comme... Le meilleur des deux mondes. Ben, c'est un pôle. Oui, ben j'essaie tout le temps de comme challenger, puis même avec mon équipe aussi, tu sais, à the end of the day, on vend un produit.
faut que ça se vende. Fait que oui, ça peut être le plus... Fait que j'ai tout le temps balancé, puis c'est tout le temps une approche de comment on va le présenter. Fait que ça se balance bien de ton côté. De mon côté, ça se balance bien, mais c'est quelque chose qui peut être... qui peut parfois, des fois... C'est toujours se reposer les bonnes questions puis se remettre à la base. Au final, on vend un produit. Mais je pense que ça peut devenir pour certains artistes, tu sais, comme ton côté business, puis c'est une passion autant grande, les deux. Mais ton côté artistique, c'est peut-être là où tu te permets de te connecter à ton gut, d'être plus libre un peu dans ta tête quand tu crées, quand tu penses à des collections, quand tu engages. Fait que, tu sais, je pense que c'est deux pôles qui peuvent se rejoindre à des moments différents, peut-être? Oui, puis je suis extrêmement chanceuse et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir les deux parce que je sais que souvent, tu sais, des fois, tu vas avoir des artistes qui n'ont pas nécessairement cette fibre entrepreneuriale ou qui n'ont pas nécessairement... que c'est plus difficile pour eux. Donc, de s'entourer, de pas avoir peur de reconnaître où sont ses faiblesses. Je dis pas que je suis excellente dans les deux sphères, puis c'est pour ça que je vais chercher, tout dépendant de où est-ce que je suis dans mon cycle d'entreprise, mais je vais chercher des ressources pour m'aider à travers tout ça, mais c'est un tout. Là. Totalement. La vie de chef d'orchestre, c'est-à-dire la vie d'entrepreneur, c'est être chef d'orchestre. Chef d'orchestre, je vais féminiser mon chef d'orchestre, puis effectivement, c'est de savoir composer. Je pense que... Totalement. Plusieurs chefs d'entreprise se retrouvent dans ces situations-là à être à la fois l'expert ou le gestionnaire. Il y en a qui ont des volets aussi très développeurs. Oui. Puis qui aiment moins le côté, justement, opération. Puis à quel moment, justement... le chef d'orchestre se trouve un premier violon pour être capable de mener... On parlait tantôt de millions, mais moi, je pense qu'il y a une étape importante dans la croissance d'une entreprise. C'est justement comment on va s'entourer, puis à qui on va confier des responsabilités. C'est ça, parce qu'à un moment donné, ça peut pas être porté sur toutes tes épaules. Oui. Puis je pense que c'est normal un moment donné de choisir entre, je vais confier les opérations parce que j'ai envie de me concentrer sur le design, parce que c'est là où je me démarque, ou je vais confier le design parce que j'ai envie de travailler sur le développement, parce que c'est là aussi que je me démarque. Fait qu'apprendre à se connaître, conseil numéro 3, je pense qu'il y a peut-être des sous-titres qui vont apparaître à l'écran pour retenir. Oui, tellement. Mais est-ce que tu es dans cette démarche-là de dire j'ai besoin de vraiment d'un autre leadership au sein de l'organisation pour prendre un volet? Absolument. On est rendu à structurer l'organisation. Puis pour moi, personnellement, je pense que j'ai donné tellement à l'entreprise pour l'amener où est-ce qu'on est aujourd'hui. J'ai des forces et des faiblesses, comme tout le monde. Puis où est-ce que je me vois dans le futur? Je me dis... Qu'est-ce que j'ai... Où je pourrais... Si je pourrais-tu m'embaucher un président, puis moi, juste m'en aller faire... C'est quoi ta zone de génie, finalement? Oui, exactement. Tu sais, où ma valeur ajoutée? Puis, tu sais, je trouve ça vraiment excitant parce qu'il y a comme un chemin qui est en train de se décider. Tu sais, j'essaie d'explorer plusieurs sphères. Autant que je suis vraiment pas rendue là, mais c'est... Non, mais il faut préparer. La réflexion est là. Tu sais, j'essaie de voir, puis... Peu importe où est-ce que... Tu sais, je sais où est-ce que les valeurs vont être ajoutées pour l'entreprise, mais c'est comme le fun. Tu sais, c'est en train de se construire, de mettre... on va faire l'embauche d'un directeur des opérations. Là, on est en opération, optimisation de l'usine. Les départements sont en train de se construire. Fait que, tu sais, c'est voir comme l'architecture prendre vie. Moi, je trouve ça super beau, là, de voir ça. Puis je suis très fière aussi, là, de pouvoir... faire avancer mon équipe à l'interne, puis mais ouais, c'est... Ça, si je peux faire le lien avec la communauté des chefs de file, ce qu'on propose en fait aux entrepreneurs, oui, parfois c'est des ateliers d'experts, des formations académiques, j'ai envie de dire un peu didactiques, mais il y a beaucoup d'occasions de réseautage et d'échanges et partager ces réflexions-là, puis entendre le vécu des autres, puis on le fait avec différents entrepreneurs, pas juste les chefs de file qui font partie de la communauté, mais aussi on met en relation des entreprises qui font partie du portefeuille de la Caisse, qui viennent même parler, là, de très grandes entreprises qui viennent parler un peu du style de leadership, de la forme de gestion qui ont été mis en place, parce que ça, c'est vraiment pas des choses qui s'apprennent nécessairement dans des livres. Non. C'est pas toujours des principes qu'on peut appliquer. On peut s'inspirer des bonnes pratiques, on peut évidemment avoir des références des gens de qui qu'on pourrait s'entourer. Ça, c'est très, très, très précieux. C'est vraiment précieux. Puis ce que j'aime de ces réseaux-là aussi, c'est qu'il n'y a pas...
Tu sais, c'est un safe space. Oui, les gens ont envie d'aider. Ils ont envie d'aider, ils ont envie de partager, ils ont envie de raconter les vrais chiffres, les vrais... Tu sais, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de compétition. Fait que, tu sais, des fois, on a une perception sur des choses qui fait en sorte qu'on se sent vraiment pas aligné ou on se situe complètement à une autre étape que tu penses. Des fois, c'est pas nécessairement le chiffre d'affaires, mais c'est comme au final, qu'est-ce qui reste à la fin, tu sais. Puis quand on se compare, puis on est comme, oh, OK, finalement, j'ai vraiment une belle business. C'est comme, ah, OK, je savais. Tu sais, parce que c'est souvent axé sur le chiffre d'affaires. C'est ça qui... Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que l'invité qui nous a parlé de ce concept-là récemment, c'est Andréane Marquis, qui est aussi membre des chefs de file. Là, puis elle nous disait, moi, c'est le BAIAC qui m'intéresse, c'est pas mon chiffre d'affaires. Mais je pense que la conversation est en train de changer parce que je sais pas si vous avez vu les commentaires en dessous de cet extrait-là, puis les gens sont comme, on parle la ligne du bas, on parle plus de la ligne du haut, puis c'est comme, je pense que c'est en train de tranquillement, pas vite, de faire son chemin, ces messages-là, puis c'est beau. Moi, je pense que c'est tellement important parce que souvent, on va associer des groupes à certains niveaux de chiffre d'affaires pour faire partie d'un certain groupe. Ou, tu sais, je comprends qu'à un moment donné, ça définit aussi le niveau où est-ce que tu es rendu dans ton entreprise, puis c'est tout à fait normal, mais je pense que c'est important de comprendre puis de vraiment d'être transparent au final, tu sais, est-ce que... C'est bien beau, là. Je fais 150 millions de chiffre d'affaires, c'est pas ça que je fais, pas tout, mais bientôt. Oui. Mais, tu sais, si au final, pour tout l'effort que je vais faire et que je vais travailler, et que pour arriver au même, à un moment donné, il y a aussi l'importance de garder... c'est pas ça qui génère justement de la croissance puis de la pérennité. Exactement. Voilà. Puis moi, j'ai vraiment envie de te féliciter pour d'avoir cette réflexion-là, de te demander, mais tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans le futur, puis où je veux me positionner, puis tu sais, même si c'est pas pour demain, de déjà l'avoir, comme Catherine dit, c'est tellement pertinent parce que je pense que c'est pas si commun, comme tu as dit, ça s'apprend pas dans les livres. Puis peut-être qu'on est sur la bonne voie pour que ça soit de plus en plus une réflexion que les entrepreneurs veulent et se permettent d'avoir. Mais souvent, l'entrepreneur, des fois, se perd à penser quasiment un peu plus à lui puis son titre plutôt que la pérennité de son entreprise puis son bonheur puis qu'est-ce qu'il fait au quotidien puis qu'il aime vraiment, tu sais. Fait que moi, je trouve ça très chouette de savoir que... tellement important. Hein? Oui, encore tellement aligné avec toute l'authenticité. Mon Dieu, là, je comprends là, le concept. Mais vraiment, j'adore. Puis, on en a pas encore parlé, mais voulez-vous nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés, puis comment cette collaboration a commencé? Une anecdote, un peu drôle. C'est sûr que du fait de mon mandat de m'intéresser à l'entrepreneuriat féminin, je consultais toutes sortes de publications, évidemment, puis je surveillais un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et donc, je savais que Maud Rondeau avait cette entreprise-là à Cowansville. Et puis, moi-même, je me disais, j'avais envie de vivre l'expérience. Alors, moi, courte parenthèse, moi, j'ai un peu l'angoisse du choix. Là. Moi, me retrouver devant des millions de couleurs, de formats d'ampoules et tout ça, c'était comme une catastrophe. Je me disais, je serais jamais capable de naviguer à travers ça. Alors, je vous le dis, mais allez sur le site, vous allez tout comprendre, c'est très simple, là, mais je prends rendez-vous en ligne avec une conseillère, puis je me dis, je vais aller à son atelier à Cowansville, la Maison Mère, c'est bien ça, le siège social. Oui. Et puis, je vais vivre ça. Bon. Et la personne qui m'accueille, on est un dimanche matin, et la personne qui m'accueille, moi, je le sais c'est qui, mais elle ne sait pas encore que je suis. Puis là, puis je vois Maud Rondeau, la présidente, je me dis, ah bon? J'ai rendez-vous, mais il semble que ça peut pas être. Oui. On se vous voyait peut-être à l'époque, ou pas longtemps. Pas longtemps. La présidente, le dimanche matin. C'était quelle date, ça? C'était quelle année? Ça fait déjà un bout de temps, quand même, de ça. C'est ça, j'essaie de me poser la question. C'était... 2021-ish. Avant ou après? Après la pandémie. Après la pandémie. Oui. OK. Bon. OK. Puis, en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que c'est comme si moi aussi, j'avais une vente à faire. Clairement. T'as l'air rencontré parce que je me dis, écoute, on a cette initiative-là. Donc, on l'a lancée en 2018. Faire ses impôts, c'est rarement une partie de plaisir, sauf quand une entreprise d'ici simplifie tout pour toi. On aime travailler avec les entrepreneurs québécois qui innovent et Accès Impôts, c'est exactement ça. Une entreprise d'ici en hyper-croissance qui facilite la vie de milliers de Québécois chaque année. Leur concept, ultra simple. Tu réponds à quelques questions en ligne, tu téléverses tes documents et un professionnel prend le relais. En 2 jours, c'est réglé. Honnêtement, c'est le genre de service qu'on aurait aimé découvrir bien plus tôt. En plus, avec le code STARTUP Podcast 5, t'économises 5 $ sur ta déclaration.
Confie tes impôts à des experts d'ici sur accès-impôts.com et profite de ton temps pour ce qui compte vraiment. La pandémie est arrivée pas longtemps après, donc c'est sûr que ça a un peu ralenti, j'ai envie de dire, nos opérations, puis comment on allait faire rayonner cette initiative-là. Mais je pense que tu as répondu assez spontanément. Je pense que tu étais même un peu étonnée que je connaisse ton histoire, puis que je t'invite à faire partie du réseau. Ouais. Mais Maude a sauté à pieds joints dans les activités qu'on a proposées. Elle a même participé à une mission commerciale qu'on a fait l'année dernière à New York. Donc, c'est extraordinaire. je pense que c'est justement... Je pense que ton histoire, on se devait de la raconter. Puis, d'ailleurs, je tiens à te remercier de jouer ce rôle-là aujourd'hui, de faire partie de Modèle, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là, si on veut sensibiliser les gens à l'entrepreneuriat, favoriser peut-être des nouvelles générations d'entrepreneurs, on a besoin de porte-parole. Je sais que c'est peut-être dur à porter. Non, mais écoute, en même temps, je trouve ça super important de le rendre accessible, parce que moi, il y a 10 ans, c'était complètement impossible de penser que je pouvais partir une compagnie de luminaires qui était faite au Québec. Tu sais, comme dans la fabrication ou que c'est ça, n'importe... Tu sais, l'espèce de... On pense ça, entre avoir l'idée puis passer à l'action, il manque le comment, là. Il y a un trou, là. Mais tu sais, on est tout le temps porté à, on va acheter, tu sais, comme des références de meubles italiens, de luminaires scandinaves, tu sais, comme européens, tu sais, on va chercher. Mais le luxe, là, je voudrais quelque chose qui... Mais le rendre accessible, puis ici, je fais, attends un peu, là. Ça doit pas être compliqué, là, finalement. Tu sais, finalement... Bon. Mais tu sais, le rendre accessible, que je pense qu'il faut... Tu sais, les idées... Il faut se faire confiance. Tout le monde a plein d'idées, puis souvent, c'est de passer à l'étape de le faire, que c'est là où est-ce que c'est difficile, puis les gens se font pas confiance, ou ils ont peur de... Ben, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, si on l'essaye pas, tu vas jamais savoir. Fait que moi, c'était un peu là où j'étais rendue dans ma vie personnellement, que à 33 ans, j'étais comme, ben... Moi, j'ai pas envie à 55 ans de me dire... d'être passé à côté. D'être passé à côté, puis c'est maintenant que j'ai l'énergie, puis j'ai envie de m'essayer, puis j'ai envie de tout lâcher et de plonger. Bon, ça, c'était un peu cow-boy et audacieux, mais je pense qu'il y a une question de timing, parce que tu disais, je pense que tu avais la fibre entrepreneuriale, il fallait comme que le bon projet arrive au bon moment, puis pour fréquenter, donc justement, côtoyer un certain nombre d'entrepreneurs, tu sais, l'histoire de Maude est inspirante parce que c'est vraiment, donc dans la trentaine, après avoir une carrière, tu sais, le modèle typique, là, c'est pas toujours nécessairement en terminant l'école, puis d'avoir un projet tech qui va être nécessairement la source d'une nouvelle entreprise. On l'encourage aussi, cela dit, mais ça peut être après avoir une certaine carrière. Ça peut être... Mélissa Lambert, on la salue, je sais pas si elle nous écoute aujourd'hui, c'est un peu le même parcours. Elle avait travaillé dans des grandes organisations pour se dire, hey, moi, j'ai un besoin, là, il n'y a pas un sac qui convient parfaitement à mes besoins, et donc je vais le faire, mais sachant que cette personne-là n'est pas la seule. Je pense que ce besoin-là était aussi celui de plein d'autres. Ça lui a permis de se lancer. Puis il y en a pour qui c'est un autre moment dans la vie qui fait en sorte qu'ils vont acheter une entreprise. Puis ça, le reprenariat, je pense qu'on n'en parle pas assez. Ce sera l'objet d'un autre podcast. Oui, certainement. On adorerait. Moi, j'adore le reprenariat. Et ça aussi, ça prend un certain cran pour dire je vais acheter une entreprise qui a déjà un certain nombre d'années d'opération, évidemment, toujours dans l'idée peut-être l'améliorer, l'amener plus loin, en faire son propre projet. Pas toujours non plus des relèves familiales. Ça peut être des repreneurs qui font simplement l'achat d'une entreprise qui était à vendre. Donc, il y a toutes sortes de façons d'entreprendre. Puis je pense je pense que les femmes, entre autres, doivent essayer d'être à l'écoute de ce qui les anime, ce qu'elles ont envie de faire. Puis il y a plein de formes, il y a plein de façons de pouvoir être son propre patron puis se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien d'accord. Puis je suis d'accord que ce que vous faites aujourd'hui, d'être ici sur notre balado, c'est tellement important parce que, oui, l'initiative des chefs de file puis les ressources offertes pour les entrepreneurs sont vraiment chouettes, mais c'est le fun de se donner le devoir aussi de montrer aux gens qui font peut-être pas partie de ces communautés-là, que, hey, osez, tu sais, puis c'est possible, puis peu importe vos idées, vos ambitions, il faut oser, il faut essayer. Puis nous, c'est le travail qu'on fait avec notre balado. Puis moi, ça me passionne vraiment. Puis je rêve
du jour où les Québécois, tu sais, auront pas peur de se lancer et tout. Là. Bref, c'est un gros travail de déconstruire tout ça, mais en vous ayant... On s'en vient, vraiment. Je pense qu'il faut qu'on se redonne rendez-vous. Oui. On se fixera une date, là, puis là, on va... Qu'est-ce qui est arrivé avec la suite de Luminaire Authentique, des prochaines étapes de croissance, puis où est-ce qu'on en est dans l'entrepreneuriat féminin? Certainement. On se fera un bilan de... Un bon bilan d'entrepreneuriat féminin. J'adore. Et puis là, tantôt, tu as mentionné mission commerciale. Oui. New York. Qu'est-ce que c'est? Tout ça. Tu veux nous partager ton expérience? Ben oui, absolument. En fait, on a participé. J'ai tout de suite sauté sur l'opportunité quand j'ai vu que la caisse, le groupe chef de file faisait une cohorte pour la mission commerciale pour précisément New York. On était actuellement depuis 1 an et demi en développement des affaires pour le marché des États-Unis, mais plus précisément à New York. Donc, c'est notre stratégie. Puis, j'ai participé à cette cohorte qui nous a permis d'avoir plein de contacts, je dirais, à plusieurs sphères de quelqu'un qui veut partir en affaires, aux États-Unis. Donc, que ce soit du côté légal, du côté commercial. On a visité des quartiers avec des agents immobiliers qui nous ont vraiment donné des datas, des points comme des choses qui peuvent faire une différence au niveau de la localisation. On a eu des conférenciers aussi. Ça a été super intéressant. Yana elle nous a fait un parcours assez condensé, mais c'était... moi, j'ai la chance, tu sais, d'avoir accès à tout un réseau de collègues puis de partenaires autour de la Caisse qui ont envie de s'impliquer puis de contribuer aussi à cette mission-là, là, de participer au développement économique du Québec, puis plus précisément à notre initiative de chef de file. Et on a donc un bureau à New York et la responsable de ce bureau-là, très aussi engagée dans l'entrepreneuriat féminin, qui a envie de faire une différence. Fait qu'elle-même a mis à sa contribution son propre réseau de contacts. Puis on avait rassemblé une cohorte d'entrepreneurs qui sont toutes dans le commerce de détail, dans le retail, en bon français. Et donc, ça a fait une cohorte très complémentaire, puis qui avait des besoins un peu similaires. Donc, c'était plus facile pour nous d'aller chercher des intervenants qui allaient vraiment avoir un impact direct sur, sur vos besoins, que ce soit à travers des réseaux de distribution, que ce soit sur, justement, du pied carré, puis des besoins même d'exposition ou de vente. Puis je pense qu'encore une fois, vous réunir ces entrepreneurs-là qui avaient tous, j'ai envie de dire, c'est cette stratégie-là ou ce besoin-là de prendre de l'extension aux États-Unis, partager leur expérience. Vous avez eu des échanges, entre autres, super intéressants sur les fameux réseaux sociaux. Là, on fait quoi pour promouvoir ces produits, créer du contenu? C'est des initiatives à soutenir. Oui, puis c'est tellement enrichissant parce que, tu sais, je veux dire, encore une fois, le réseau va faire le partage, le savoir, l'accélérateur d'une solution ou pas nécessairement, mais quelqu'un qui va partager une embûche qu'il y a eu, va permettre de, tu sais, c'est vraiment super généreux. Les gens, on a tous envie de s'entraider. Fait que oui, il y avait toute la cohorte, il y avait toutes les rencontres qu'on a eues qui étaient super enrichissantes, mais il y a aussi cette communauté-là qu'on a créée, puis on avait tout le même objectif aussi dans le retail, en bon français. Puis ça aussi, ça a découlé d'autres collaborations. Je veux dire, avec Maguire, on a failli participer à ouvrir un pop-up avec eux. Finalement, ça s'est pas concrétisé, mais eux, ils ont ouvert à Brooklyn. Puis nous, on a décidé d'ouvrir un pop-up pour une période de 3 mois avec Cozy. Donc Cozy, voilà. Les sofas modulaires. Oui, c'est super complémentaire à vos produits, finalement. Oui. Ailleurs, là, vous venez de nommer 2 entrepreneurs qu'on a reçus sur le podcast. Donc, j'en profite là, pour le dire aux auditeurs, si ça les intéresse. Cozy, l'épisode 25, on a reçu Frédéric Aubé. Et puis, on a reçu Romy et Myriam, mais l'épisode n'est pas encore sorti. Donc, ça s'en vient, là, mais les deux sœurs à la tête de les grands esprits Maguire Shoes. Oui, mais c'est le fun. Fait que vous faisiez toute partie de cette émission-là. Puis là, finalement, vous avez fait un pop-up, toi et Cozy. Oui. Comment ça s'est passé, cette expérience-là? Qu'est-ce qu'on en retient? Écoute, c'est une super expérience. C'est sûr que je pense que nous, on a retenu que, tout c'est comme si on repartait à zéro. Là. Luminaire Authentique a 0 ans.
Puis tout est à construire. Fait que c'était une belle opportunité pour nous en termes de rayonnement. Je voudrais dire aussi le rayonnement local, de dire we made it there. Là, comme, puis après ça, ben nous, c'est du travail qu'on fait continuellement depuis 1 an et demi. Donc, on fait beaucoup d'efforts commerciaux, on va faire des shows, on fait des lunch and learn directement avec les firmes d'architecture, on fait du marketing numérique. Fait que ça, c'était une parmi tant d'autres. Puis je trouve que c'était super complémentaire quand Frédéric me lancer l'idée de venir se joindre à leur pop-up. Donc, on occupait un petit espace là, à l'intérieur de leur immense pop-up qu'ils ont pris sur Lafayette dans Soho. Ben, c'est super complémentaire. On est dans l'aménagement intérieur. Fait que non, c'est une belle conversation qu'on a eue, puis on est en discussion pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur. Oui. Mm-hmm. Ben, alors, conseil numéro 4, je ne sais plus, je suis rendue à combien. Oui, on est rendu à 4. La collaboration, ça peut nous mener assez loin. Puis je reviens à cette idée-là, des fois aussi d'aller en mode un peu pilote ou en mode test, parce que je pense que ça a été beaucoup d'apprentissage, justement d'y aller petit à petit. Après ça, je pense que tu es mieux outillé maintenant pour peut-être développer une stratégie à plus long terme. Puis j'ai envie de dire les chefs de file en général, mais la mission aussi en particulier, c'est un moment aussi pour avoir une réflexion, donc avec un certain nombre d'informations, puis en rencontrant un certain nombre d'experts. Après ça, la solution vous appartient de dire, OK, maintenant, on revient au fameux Y, là, mais on est rendu à plusieurs branches de décision qu'il faut que tu prennes dans la gestion de ton organisation. Mais il faut, c'est ça, y aller en mode test, pas attendre toujours la solution parfaite, tester des choses, puis après ça, être capable, avec le recul, de prendre une décision pour savoir qu'est-ce qui est mieux, à quel moment. Mesurer les impacts aussi des risques. Comme je pense que de le faire, des fois, c'était de façon stratégique. Il n'y avait pas tant de risques. Oui, c'est un peu... Mais tu sais, des fois, c'est juste d'oser, de le faire, puis en le faisant en collaboration, ben ça réduit un peu ce stress financier-là que tout dépose sur tes épaules. Puis des fois, ça va faire encore plus le rayonnement. Ça renforce les deux marques. Donc moi, je suis une fan des collaborations. On est continuellement en On prend les appels, si vous voulez. Voilà. Je trouve tellement que c'est de l'entraide entre nous. C'est juste de faire rayonner puis de s'élever chacun. Puis tu sais, il y a tellement de milieux connexes qui peut venir s'entraider. Fait que non, j'aime beaucoup les collaborations, j'y crois. Mais concrètement, là, tu fais-tu convertir? Est-ce que tu fais vendre, shipper tes produits aux États-Unis? T'étais-tu équipé pour ça? Est-ce que ça demandait de changer beaucoup de choses, ce pop-up-là, ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'en fait, à travers toute une boutique, on ne livre pas directement. Donc, on n'a pas de produit. Le concept, c'est vraiment de la personnalisation. On a une collection qui est collection rapide, mais c'est vraiment notre concept. On a créé un concept à Québec, dans le fond, qui est une boutique sans employés, qu'on a recréé. Donc, on a une plateforme qui a été mise en place pour connecter avec nos experts en éclairage. Donc, c'était vraiment en mode découverte de pouvoir voir le produit, toucher, puis il y a des ventes qui se sont découlées de ça. On vend déjà aux États-Unis. Donc, c'était vraiment en mode de faire connaître la marque, le rayonnement. Puis, on était un peu déjà setupé ayant développé ce nouveau concept-là. Pardon, j'en perds la voix. Quel a été le plus grand impact du programme Chef de file sur Luminaire Authentique jusqu'à maintenant? Écoute, ben, je dirais les rencontres, vraiment les collaborations qui se sont nées de ça. Ben, Frédéric de Cosy, justement, il était venu faire un partage, l'un lunch, une conférence. Puis, tu sais, on était assis à côté, puis on échangeait, puis c'était tellement comme je disais, tu sais, un transparent, une ouverture, pas, tu sais, de vraiment de pouvoir comme se dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos stratégies, c'est quoi les pourcentages, c'est vraiment d'échanger, de pas avoir peur de dire les vraies choses. Je te dirais que ça, pour moi, c'est super enrichissant de tous les contacts aussi qui ont été comme créés autour de ça. Je pense à Baril, tu sais, je pense à plein d'entrepreneurs sur qui on fait des collaborations ensemble. Puis, ben c'est sûr que, tu sais, d'avoir accès à tout ce réseau de contacts, tout le réseau des mises en relation. Tu sais, j'ai un prochain, j'ai un nouveau advisor qui est comme dans le domaine
de l'éclairage sur qui qu'on va que je commence un nouveau mandat avec. Donc, tu sais, ça, c'est grâce encore une fois à la caisse. Fait que je dirais vraiment que c'est les contacts. Contacts, le réseau, ça fait une... Bien, c'est ce qu'on essaie de faire, là, d'accélérer peut-être l'accès, comme je le dis, à certains experts, à certaines informations à valeur ajoutée. Cela dit, nous, on a défini une communauté avec certains critères, mais il existe d'autres communautés puis d'autres réseaux, puis je veux juste encourager les gens conseil numéro 5, à trouver ce qui leur convient aussi, parce que, je veux dire, les entrepreneurs, vous êtes quand même beaucoup sollicités dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes de... Et puis, moi, je pense qu'il n'y a pas une recette là, qui convient à tout le monde. Il faut trouver j'ai envie de dire, justement, une communauté ou une offre qui nous convient, mais sortir peut-être de son milieu immédiat, aller chercher de l'information, connecter avec d'autres entrepreneurs, tu sais, on ne sait pas où ça peut mener. Complètement. Au début, moi, ma perception des réseaux, tu sais, je me recule il y a 8 ans, puis c'était, mais à quoi ça sert, là? J'ai pas le temps. Oui, c'est ça, la notion est-ce que c'est un bon investissement de mon temps? Exactement. Voilà. Tu sais, on est en start-up, surtout, là, le temps, il n'existe pas. Qu'est-ce que je vais aller? Pourquoi je vais aller? J'ai pas l'énergie. T'es trop dans... T'as le dash, là, comme collé. Mais l'importance d'arrêter et de partager, puis c'est là que, en partageant, puis c'est en écoutant les histoires des autres que ça fait tellement une différence. Aujourd'hui, là, je comprends la force du réseau. Oui, puis on sait, tu sais, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, peut-être pas pour demain, mais arrive une situation où on se dit, ah, là, j'ai peut-être quelqu'un qui peut m'aiguiller pour prendre une meilleure décision. Ouais. Moi, je sais que je fais partie d'Entrechef, puis je me passerai plus de mon groupe, là. Ben voilà. Alors, c'est comme mon réseau, puis c'est vrai que... Mais on dirait que les entrepreneurs, on est tous quand même assez ouverts quand on se retrouve ensemble. On dirait que c'est comme si on est toutes la même personne ou pas la même personne, mais on a toutes on a un petit quelque chose en commun là, qui fait en sorte que les filtres s'enlèvent rapidement. Exact. Ça va vite, on dirait, ces relations-là. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que des fois, pour les entrepreneurs, c'est difficile de trouver à qui est-ce qu'on peut se confier, parce que c'est tellement un quotidien particulier de vivre l'entrepreneuriat que là, quand vous vous retrouvez tous ensemble, ben, ça fait du bien finalement de parler avec du monde qui vous ressemble puis qui vivent les enjeux similaires, parce que quand tu retournes à la maison à en parler à ton partenaire, ben il y a bien beau avoir l'empathie puis le désir de te comprendre, il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat, une prise de risque, tout ça, qu'il faut le vivre, tu sais, pour être capable de comprendre. Fait que peut-être que cette proximité-là probablement en découle en partie, là. Il y a plein d'autres beaux facteurs, mais très intéressant. Puis j'aime ce que tu dis, Catherine, aussi, de l'importance de choisir le groupe qui nous convient, ou le groupe ou l'initiative, le réseau, peu importe, qui nous convient, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'opportunités, puis un entrepreneur peut être beaucoup sollicité. C'est le fun d'essayer des choses, mais savoir se retirer, tu sais, quand quelque chose ne convient plus... Ouais, puis tu sais, ben, des fois, moi, pour avoir été dans différents groupes, si t'es pas dans le même domaine, c'est vraiment le fun, mais il faut que tu sois dans la même grosseur d'entreprise pour avoir les mêmes enjeux. Exact. Parce que des fois, les gens se comprennent pas. Fait que si vous magasinez un réseau ou si vous cherchez votre gang, essayez d'être dans le même... dans la même grosseur. On dirait, je veux pas dire chiffre d'affaires parce qu'on l'a dit tantôt, mais en même temps, la même taille, le nombre d'employés, la même étape, exactement. Je pense que moi, c'est les groupes où je me suis sentie le mieux, en fait. Bon conseil, j'aime ça. On revient sur le fait d'être authentique. Exact. Comment tout est... ça va être le titre du podcast? Il faut authentique. Et là, on a parlé un peu stratégie et tout, donc parlons de peut-être l'optimisation des opérations. Tu sais, est-ce que ça fait partie de tâches pour toi, de ton quotidien, de tenter d'optimiser les choses? Et si oui, comment ça se passe? Écoute, ça se passe. Optimisation, c'est le mot 2025 que j'applique à toutes les sphères de mon entreprise. J'ai vraiment... j'ai voulu, pour mes 10 ans, m'offrir un moment pour optimiser, pour vraiment prendre le temps de lever le tapis puis regarder ce qui s'est caché en dessous du tapis à travers ces années-là. Donner un autre éclairage. Bon, ben oui. Mais de vraiment éliminer toutes sortes de gaspillage, de bien structurer, d'optimiser, de voir comment qu'on peut de venir quantifier le maximum qu'on peut faire dans les installations qu'on est aujourd'hui, comment on peut répondre au futur, parce que oui, j'ai une personne qui a beaucoup d'ambition et de projets, et tu sais, je me dis, je pense que c'est le moment de le faire pour bien scale up par la suite, que les bases soient bien établies. On est quand même pas si pire, là. On est vraiment... on a investi pour la taille de l'entreprise, on a investi beaucoup, beaucoup en tout ce qui est innovation, optimisation des processus d'affaires et tout. Mais
Oui, j'ai envie de dire que cette année, ça va être ça au niveau que ce soit au niveau des équipes, au niveau des produits. Oui, ça va être une belle année. Luminaire authentique 2.0. 2.0. Mais c'est une belle lancée pour cette année, là, vraiment. Oui. Peut-être que tu peux nous en parler un peu, Catherine, mais on parle avec plein d'entrepreneurs. On voit aller sur les réseaux sociaux, en ligne, tout ça, beaucoup d'entrepreneurs qui vivent la croissance, puis c'est donc le fun, puis c'est vraiment, glorifié et tout. Mais à un certain point, c'est quand on prend le petit pas de recul pour s'assurer qu'on fait cet exercice-là de stabilisation. Est-ce que vous remarquez des choses à la CDPQ là-dedans? Je vous dirais que la planification stratégique, étonnamment, j'aurais envie de dire, c'est pas toujours quelque chose, c'est pas un processus, c'est pas un exercice qui est fait de façon systématique dans toutes les organisations. Et sans trop complexifier ce que ça peut donner comme exercice, je pense qu'on revient toujours à l'alignement. Tu sais, comment, quand on a un certain nombre de ressources, à quoi on va les allouer pour être sûr d'avoir les meilleurs résultats. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur un peu la perspective financière aussi. Puis je pense que dans un contexte justement où les ressources sont limitées, que ce soit des ressources humaines, financières ou même cette fameuse le temps qui nous est tous un peu compté. C'est important de mettre ses énergies aux bonnes places. Et puis, on parle d'optimisation de processus, oui, mais ça peut être aussi de revoir ses pratiques en ressources humaines. Ça peut être... Nous, les chefs de file avec qui que j'ai côtoyé, on le voit, cette idée aussi de donner du temps à son organisation pour la rendre peut-être justement plus mature, plus solide pour pouvoir passer à la prochaine étape. Parce que croître pour croître, à un moment donné, ça nous rattrape. Et puis, c'est comme tu le dis, si on n'a pas les bases solides pour assurer les défis qui peuvent nous attendre, c'est de se recentrer sur l'essentiel. Puis avec un bon exercice de planification stratégique, une entreprise, c'est vraiment plusieurs piliers sur lesquels il faut être capable de composer. Il y a des entreprises qui ont pas le choix, qui vont être très versées dans le marketing, qui vont mettre beaucoup d'énergie dans les communications. On en a eu justement plusieurs discussions là-dessus. Maintenant, là, être capable d'alimenter plusieurs plateformes, ça peut être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Est-ce que ça vaut toujours la peine? Est-ce que c'est toujours ça qu'on devrait faire? Est-ce qu'il faut toujours être en mode vente? Est-ce qu'il faut toujours aller chercher des nouveaux clients ou plutôt se concentrer sur des clients qui sont peut-être les plus payants? Il faut prendre un pas de recul pour pouvoir se concentrer là-dessus. Puis ça, c'est à travers un exercice de planification stratégique qu'on peut être capable de dire, OK, prenons une grande respiration. Puis je pense que les équipes, corrige-moi si je me trompe, mais ont besoin justement d'une étoile du Nord, puis de dire, cette année, voici ce qu'on va accomplir. Puis le sentiment, justement, d'avoir réalisé certains projets, la vie d'une entreprise, puis les étapes de croissance, ça peut se faire sur plusieurs années. Fait que comment on sait là, qu'on est sur la bonne voie? Ça aussi, pour vous aider à faire des exercices de planification stratégique, il y a toutes sortes d'outils pour le faire. C'est d'ailleurs un exercice qu'on a proposé. On a parlé de la mission commerciale qu'on a organisée à New York, mais on a aussi créé au sein de la communauté de chefs de file des sous-groupes qui travaillent sur des thématiques particulières, dont un sous-groupe qui a travaillé sur la planification stratégique. Puis c'était très intéressant de les voir se questionner sur 3 priorités au sein d'une organisation. Là, c'est pas beaucoup pour faire des choix. Mais c'est important parce qu'à la fin de la journée, si on veut être sûr de se rendre à bon port, il y a des choses qui sont des must-do, comme on dit en bon français. Certainement. Et pour conclure, parce que le temps file... Oh oui! Ah bon? Moi-même, j'ai sursauté en regardant mon téléphone, mais vraiment, le temps file en mode rapide. Là. Je sais pas si ça serait pas rapidement, finalement, mais vous me direz. De façon respective, quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre carrière? C'est peut-être une grosse question. Oui, mais le meilleur conseil, j'ai envie de dire, je l'ai répété quand même beaucoup, là, mais de se faire confiance, de ne pas avoir peur d'essayer, parce que si on n'essaye pas, comme je disais, il n'y a personne qui va savoir. Mais surtout, je dirais de se faire confiance puis de bien s'entourer. Très bonne réponse. J'ai envie de dire que j'ai reçu le même conseil et que je le recommande à mon tour. Il y a cette idée aussi d'être capable de transmettre. Oui. Puis, mesdames, d'ailleurs, je salue votre initiative de justement d'ouvrir le micro, de permettre à des gens de raconter leur histoire. Des fois, c'est
même assez tôt dans une carrière, on peut se permettre d'être le mentor de quelqu'un, de remettre des responsabilités à l'autre, parce que si on veut pouvoir avancer, il faut être capable aussi de laisser des choses et puis de permettre à d'autres aussi de grandir. Je pense que ça nous est, enfin, en cours de route, ce service-là nous est rendu. Puis parlant de transmettre, moi, je voulais faire des conseils de lecture aussi en terminant. Oui, on aime tellement les conseils de lecture. Je me suis permis d'apporter, la caméra va nous le montrer, mais le magazine Première en Affaires qui vient tout juste de sortir de la dernière édition de hiver 2025. Vous allez trouver dans ce magazine-là le tout dernier palmarès des entreprises au féminin. Donc, c'est un recensement de pas loin de 300 entreprises, en fait, à propriété féminine. Vous allez voir, là, c'est classé par chiffre d'affaires à travers le Québec avec des histoires franchement inspirantes. Donc, si vous voulez poursuivre dans cette veine-là, d'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat féminin, allez le consulter. Vous pouvez aussi le consulter en ligne. Et on parlait de conseils, le fait d'être mentoré. Puis des fois, il faut admettre que dans une période de notre vie, ben, c'est nous qui sommes le mentor, puis dans d'autres fois, on va chercher une relation de mentorat. Ça, c'est une approche aussi qui peut être super intéressante, pas seulement pour se développer d'un point de vue carrière, mais d'un point de vue aussi personnel. Puis il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Mentor au féminin » et au pluriel. Qui est écrit par Brigitte Jalbert, qui est aussi une entrepreneure qui a pris la relève d'entreprise de Emballage Carrousel. Puis c'est des rencontres entre des femmes mentors et mentorées. Je vous le recommande. Et puis, c'est un excellent livre. Merci pour ces recommandations. Et moi, je conclus en rappelant que justement, on a d'autres entrepreneurs qui sont passés sur notre balado qui pourraient vous intéresser. Donc, Andréane Marquis, qui est la présidente de Women's et Sans Façon, épisode 36, avec lequel on a débuté la saison actuelle. C'était très chouette. Romy et Myriam Maguire de Maguire Shoes, ça s'en vient prochainement. Et Frédéric Aubé, CEO de Cozy. Ça, c'est l'épisode 25. Donc, mesdames, merci pour votre temps. Beaucoup. Et au plaisir. Merci. On interrompt rapidement l'épisode pour vous dire qu'aujourd'hui, on est habillés en Girl Crush! Des beaux vêtements faits ici au Québec, une compagnie détenue par 2 femmes entrepreneurs qu'on aime beaucoup. Oui, on les adore. Vraiment. Alors voilà, on match en plus. Si vous ne nous voyez pas, il est temps de nous regarder. Donc voilà, profitez d'un code promo de 15% avec le code Startup Podcast 15.